Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Blue Chip Prospect. Aujourd'hui, on va faire un mock draft un peu comme j'ai fait vendredi dernier. J'ai fait une vidéo, dans le fond, d'une quinzaine de minutes qui était un mock draft avec des choix que j'avais comme préétablis, si on veut. Puis aujourd'hui, on va faire ça d'une façon un peu différente. First, ça va être en version podcast, donc je vais pouvoir déblatérer un peu plus sur le sujet puis expliquer mes choix. Puis on va aussi le faire d'une façon différente, dans le sens que je vais refaire le mock draft avec peut-être des nouvelles sélections, peut-être pas des nouvelles sélections, mais de ce que j'ai pu comprendre, la majorité du monde n'était pas d'accord qu'il y avait une chance que Ivan Demidov peut descendre jusqu'au numéro 5. Parce que dans le fond, Chicago ont tellement besoin de n'importe quoi que ça veut pas dire qu'ils vont prendre juste le joueur le plus talentueux, mais peut-être qu'ils vont y aller avec le défenseur le plus talentueux. Je veux dire, Anaheim pourrait prendre n'importe quoi, pas Chicago, mais Columbus pourrait prendre n'importe quoi aussi. Donc, le monde était pas nécessairement d'accord, donc à partir de là, ce que je me suis dit, c'est que je vais juste le refaire, puis en même temps, j'ai parti un mock draft sur ma chaîne YouTube dans la communauté où ce que le monde y vote pour le choix pour chaque équipe. Puis dans le fond, numéro 1, numéro 2, numéro 3 sont déjà sélectionnés. On est en train de sélectionner le numéro 4 en ce moment. Fait qu'on va pouvoir aussi en même temps comparer un peu dans le fond ce qui se passe dans la communauté, que ce que moi je pense, puis comparer peut-être aussi avec l'ancien mock draft que j'ai fait la semaine passée aussi. Évidemment, j'enregistre l'écran encore, puis ce que j'ai fait cette fois-là, c'est prendre les choses, j'ai un petit document Gogo avec des checkbox. Fait que comme ça, cette fois-là, j'oublierai pas de joueur. La dernière fois que j'ai fait un mock draft en français, j'ai oublié Ivan Demidov. Je l'ai pas choisi du tout dans le top 16, donc ça faisait aucun sens, évidemment. Elite Prospect, évidemment, parce que ça, on a toujours besoin. Puis aussi, dans le fond, ici, là, j'ai un... Sur NHLEntryDraft.com, tu peux comme construire ton propre mock draft, si on veut. Dans le fond, tu choisis les équipes pour lesquelles tu veux sélectionner. Puis ça te donne une liste, puis après ça, ben, tu peux aller cliquer draft dessus, puis ça va te donner, ça va le mettre dans une liste juste ici à côté. Donc, c'est un petit peu plus interactif que juste suivre un document Google, même si je vais aller cocher dedans, juste pour être sûr que je fais les affaires comme il faut. Puis juste ici, à droite, j'ai le mock draft de la communauté en tant que tel. Donc, aujourd'hui, ce matin, j'ai parti celui-là ici, où ce qu'on peut voir que Caden Lindstrom, pour le choix numéro 4 à Columbus, est en train de gagner avec 45% des choix, suivi de Anton Silaev à 35%. Mais après ça, on peut voir en fond pour le numéro 3, pour les Ducks, c'est Artyom Leshunov qui a gagné avec 68% des votes. Puis au numéro 2, c'est Ivan Demidov qui a gagné avec 63% des votes pour Chicago. Donc, est-ce qu'on va suivre ça? Est-ce qu'on va pas suivre ça? Je sais pas encore. Ça, on va voir. Je vais déblatérer, puis à un moment donné, je vais arrêter mon choix sur une équipe. Mais le but de l'exercice, dans le fond, c'est de refaire le mock draft, de le faire en version podcast, où ce qu'on peut vérifier les stats, juste en parler dans le fond. Puis après ça, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube ou sur peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je sais même pas si vous pouvez poser des questions sur d'autres plateformes que YouTube. J'ai Twitter aussi, là, si jamais vous voulez poser des questions là-dessus. Puis à partir de là, dans le prochain podcast, je répondrai à les questions si jamais vous en avez ou si vous avez des commentaires, mais peut-être que je peux répondre aussi à vos commentaires. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de l'introduction. Fait qu'on va commencer ici, puis le premier, ça va être très très vite. Là, on va tout de suite cocher Macklin Celebrini parce que c'est sûr que San Jose vont choisir Macklin Celebrini. Ils vont pas arriver avec on va prendre Tejigin là, on l'aime beaucoup. Je penserais pas. Ok, fait que je vais le cocher ici, puis je vais aussi aller le cocher dans ma petite liste. Fait que comme ça, on est sûr de pas l'oublier. Puis on va aller tout de suite au numéro 2. Puis le numéro 2, c'est les Blackhawks de Chicago. Puis eux autres, à mon avis, pourrait y aller de plusieurs façons. Puis ce qu'on va faire, c'est en même temps que je fais ça, on va ouvrir la page de Elite Prospect, puis on va aller sur Chicago, comme ça. On va aller dans le depth chart, qui est juste ici. Tu sais, Chicago, en fond, c'est une équipe qui un peu commence sa reconstruction, si on veut. Donc, à part de Connor Bedard, puis Nazar, puis des joueurs comme ça, dans le fond, Oliver Moore aussi l'année passée. Ils n'ont pas une tonne de joueurs. Ils ont Korchinski à la défense. Ils ont aussi le défenseur qui vient juste de signer, qui est quoi son nom déjà? Il devrait être ici, j'imagine. Son check. Ouais, ça, Vlasic qui vient juste de signer. Ils ont aussi Sam Rinzel qui ont repêché il y a 2 ans, si je me trompe pas, qui a quand même un bon potentiel. Donc, ils sont pas vides à la défense, mais c'est sûr qu'en même temps, est-ce que tu construis ta défense alentour de Korchinski? Je suis pas sûr. En tout cas, moi, j'aimerais mieux pas. J'aimerais mieux la construire alentour de quelque chose d'autre. Donc, évidemment, ils ont besoin d'un peu de tout. Puis, une des choses aussi, dans le podcast que j'ai... Pas dans le podcast, mais dans la vidéo de 15 minutes que j'ai faite, je leur avais donné
Caden Lindstrom, si je me souviens bien. Puis la raison pourquoi que je pense à ça, c'est qu'en ce moment, dans tous leurs prospects du top 6, pour leur top 6, dans le fond, ils n'ont pas vraiment de grosseur. Ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de vitesse, ils ont beaucoup de talent en brut, mais ils n'ont pas de gros joueurs, ils n'ont pas de joueurs qui vont nécessairement foncer au net ou quelque chose comme ça. Du moins, pas des joueurs avec des talents de la façon que Caden Lindstrom a. Fait que je trouvais que ça faisait une tonne de sens d'avoir Caden Lindstrom là, mais pas eux autres. De ce que j'ai pu comprendre dans les commentaires, le monde, non, ils trouvent pas que ça fait une tonne de sens que Caden Lindstrom soit choisi par la base. Ils trouvent qu'il y a trop un gros gap en termes de... quand je pourrais dire, en termes de talent entre Ivan Demidov et Caden Lindstrom, mais en même temps, c'est deux joueurs qui sont complètement différents. Donc oui, il y a un gap de talent, mais est-ce qu'il y a un gap dans ce qu'ils vont apporter à l'équipe dans 5 ans, 6 ans, 7 ans ou dans les playoffs éventuellement? Je suis pas si sûr que ça, mais en même temps, ça reste à voir. Il y a des équipes qui ont besoin de joueurs dynamiques, il y a des équipes qui ont besoin de défenseurs, des équipes qui ont besoin de grosseur. Je pense que Chicago, il devrait probablement se grossir ou choisir dans la défense. Ça se peut qu'il y ait avec Ivan Demidov, mais encore une fois, je ne vais pas leur donner Ivan Demidov parce que je pense pas que ça devrait être la bonne direction. Je pense qu'à un moment donné, s'ils veulent pas construire avec des gros joueurs de centre ou des gros joueurs dans le top 6 tout de suite, puis qu'ils veulent attendre, je pense que ça serait l'occasion rêvée de choisir un défenseur avec un potentiel numéro 1 comme Levchunov ou Dickinson, ou ça dépend c'est quoi leur choix préféré à eux autres. Mais dans mon cas, je pense que je vais leur donner Levchunov parce que si tu peux choisir une pierre angulaire pour ton équipe, comme Artyom Levchunov, dans le fond, qui joue à droite, qui est un défenseur qui a un potentiel énorme offensivement, aussi un potentiel énorme défensivement. Dans mon cas, c'est pas mon défenseur préféré. Je pense... Mon préféré, c'est Sam Dickinson encore. Ça se peut, éventuellement, je vais sortir comme mon top 64 que je vais faire en podcast et en vidéo. Puis, en ce moment, j'ai Sam Dickinson qui est encore mon défenseur préféré, mais je pense que c'est pas impossible que Levchunov finisse par le dépasser quand je vais réécouter des matchs, réécouter des vidéos pour pouvoir finir ça puis mettre un terme à tout ça éventuellement. Mais ouais, fait que tout ça pour dire que finalement, je pense que Chicago, ils vont y aller avec Levchunov, puis on va aller ici, puis on va aller tout de suite aller cliquer cette affaire-là. Fait que draft, Chicago, Artyom Levchunov, puis ça fait pas qu'est-ce qu'ils disent dans mon vidéo, ça fait pas qu'est-ce qu'ils disent dans dans la communauté, dans le vote en tant que tel, où il y avait choisi Ivan Demidov à 63%, Artyom Levchunov à 23%, mais je pense que Chicago, ils vont y aller avec un défenseur s'ils vont pas avec de la grosseur dans le top 6 ou Ivan Demidov. Je pense que c'est les trois joueurs les plus qui ont le plus de chances de finir à Chicago, mais je pense que Levchunov fait une tonne de sens. On va aller le cliquer ici aussi. Et voilà. Fait que comme ça, il est choisi. Numéro 3, c'est les Ducks. Puis les Ducks, ils ont une bonne défense. Évidemment, ils ont laissé aller Drysdale quand ils ont été choisis, quand ils ont échangé pour Cutter Gauthier, qui est un échange exceptionnel pour eux autres, là, à mon avis. Est-ce qu'ils voudraient renflouer le côté droite? Ça se peut, sauf que là, avec un joueur comme Levchunov qui vient de partir, qui pourrait prendre à droite, le problème, c'est que les défenseurs droitiers qui vont rester, c'est des défenseurs comme, mettons, Yakemchuk ou des défenseurs comme Parek. C'est des défenseurs qui sont très offensifs, dont le potentiel défensif est quand même relativement limité, mais les Ducks, ils ont déjà beaucoup de défenseurs offensifs dans leur jeu. Avec Pavel Mintyukov, qui est déjà très offensif. Ils ont déjà aussi Zellweger, qui est très offensif. Est-ce qu'ils ont nécessairement besoin d'avoir un autre défenseur qui est très offensif à la Parek ou à la Carter Yakemchuk? Je sais pas. Je pense que Yakemchuk a quand même un bon potentiel défensif quand il va apprendre à rester un peu plus à sa ligne bleue puis peut-être un peu moins s'aventurer profondément dans la zone offensive. C'est pas impossible, mais je pense pas non plus qu'au numéro 3, il irait avec Carter Yakemchuk. Il y a beaucoup trop de... Il y a trop un gros gap aussi dans les rankings. Il y a du monde qui pense que c'est un joueur top 5, comme je pense que c'est Corey Pronman. Je pense que Corey Pronman, il l'a comme un numéro 3 ou numéro 4, quelque chose comme ça. Puis il y a d'autres mondes qui l'ont comme un numéro 24. Si on va voir ici, mettons, puis on écrit Carter Yakemchuk. Comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plusieurs personnes ou sites web qui pensent comme Dobber Prospect qui est au numéro 24. Ferrari de Hockey Network qui l'a au numéro 25.
Puis, tu sais, là-dedans, il n'y a pas Corey Plumman, mais Corey Plumman, je pense qu'il est au numéro 3, au numéro 4, comme je dis tantôt. Donc, il y a vraiment un gros gap dans le ranking. Fait que je pense pas que ça fait du sens de le mettre au numéro 3 pour nous, en tout cas. Peut-être que c'est ça qui va arriver, mais je serais quand même relativement surpris, considérant à quel point ils ont déjà beaucoup d'offenses. Est-ce qu'ils voudraient rajouter encore de la grosseur? T'sais, ils ont déjà rajouté Connor Gauthier, qui est un gars, un marqueur, qui a un gros gabarit, si on veut, qui est fort, qui va pouvoir aller se battre le long des rampes, puis dans le coin, en arrière du net, ou aller se placer devant le filet, puis que les défenseurs seront pas nécessairement capables de box out. Est-ce qu'ils voudraient en prendre un autre pour créer un genre de duo avec Caden Lindstrom? Ça se peut que oui, parce que même si on voit, mettons, dans leur depth chart ici, puis on écrit Anaheim Ducks, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça ressemble les avants qui ont. Juste ici. Ça fait que les avants, dans le fond, de top 6 qu'ils ont. Ils ont Trevor Zegras, évidemment. En ce moment, Alex Killorn, mais tu sais, on s'entend. Mason McTavish, qui est un joueur qui est quand même gros et fort. Là. Ils ont Leo Carson, qui est un autre joueur gros et fort. Nathan Gaucher, mais ça va plus être un bottom 6 qu'un top 6. Après ça, ils ont quoi d'autre ici? Chase Leo, blablabla. Rien de bon. Troy Terry, c'est pas un gros joueur. Ouais, fait que même encore, pour eux autres aussi, ça ferait du sens de prendre un joueur un peu comme Caden Lindstrom pour rajouter de la grosseur dans leur top 6. C'est pas comme s'ils sont loadés d'aucune façon. Ou sinon, ils pourraient aussi y aller avec le joueur avec le plus de talent dynamique possible, avec un joueur comme justement Ivan Demidov. Il y a Ivan Demidov dans cette liste-là? Ok, juste ici. Ou sinon, ils pourraient y aller avec un autre défenseur droitier, mais comme je disais, la défense à la droite, je pense pas que c'est vraiment ça qu'ils vont faire dans le cas que Lev Shunov est parti. Je serais vraiment surpris qu'ils prennent un Parek ou un Carter Yankemchuk. Mais il n'y a rien d'impossible. Mais ce qu'on va faire, c'est on va leur donner un joueur ultra dynamique, puis ça va être Ivan Demidov qui part au numéro 3. T'as Ivan Demidov qui va pouvoir jouer avec Mason McTavish ou avec Trevor Zegras ou avec Leo Carson. Ça va faire des duos ultra dynamiques, puis ils s'arrangeront avec la défense à droite une autre fois, mais je pense que ça fait un choix qui est super bon pour eux autres. Après ça, si on passe au prochain, et les prochains, c'est Columbus, puis eux autres, c'est un peu difficile parce que c'est une équipe qui a beaucoup de points d'interrogation, si on veut. Comme ça, on va ouvrir, c'est pas Column, mais Columbus Blue Jackets. Ils ont beaucoup de points d'interrogation dans leur équipe. C'est sûr qu'ils ont des joueurs comme, mettons, Adam Fantilli qui ont choisi l'année passée. On sait que ça va être un bon joueur. Du moins, les chances sont excellentes qu'il va être un bon joueur. Mais ils ont aussi comme Ken Johnson qui a été choisi, je pense, top 5, si je ne me trompe pas, au numéro 5, il y a comme 3 ans de ça. Qui a un potentiel énorme. C'est un joueur ultra talentueux. C'était probablement un des joueurs les plus dynamiques offensivement du draft, dans le fond. Si je ne me trompe pas, c'était en 2021. Ouais, 2021. C'était l'année du COVID, là. Ouais, c'est 2021. C'était vraiment un joueur ultra dynamique à son année de repêchage. Il a fait 40 points après ça en 2022-2023. Fait que, il y a un potentiel cette année. Ça n'a pas super bien été, sauf quand il a été dans la AHL, qu'on peut voir, là, 15 points en 10 matchs. Fait que c'est ça. Il était à 1 point par match déjà à Michigan dans son année de repêchage. Fait que, le potentiel est là, puis ultra dynamique avec ses mains. C'est un bon patineur aussi. Dans le fond, c'est juste un joueur qui a une tonne de potentiel. Sinon, Fantilli aussi qui a une tonne de potentiel, comme qu'on disait. Sinon, il y a quoi d'autre? Cole Sillinger, un choix qui a été choisi numéro 12, qui a pas fait une tonne de points. Je pense qu'il a comme 30 points cette année en 80 matchs, ce qui est pas énorme. Mais c'est un joueur qui a un certain talent aussi. Ça se pourrait très bien qu'il explose éventuellement. Je pense pas que ça va être jamais un joueur de 70 points, mais après, c'est un joueur qui joue gros quand même, qui joue fort, qui pourrait monter à, je sais pas, 45, 50 points, quelque chose comme ça. Sinon, Johnny Gaudreau, si jamais il revient un joueur de 90 points, une affaire comme ça, c'est sûr que ça va les aider. Patrick Laine, s'il revient dans la Ligue nationale, tout simplement, ça va les aider énormément. Kirill Marchenko, qui a très bien fait cette année, même chose pour Shinakov, qui a très bien fait aussi. 2 joueurs qui sont relativement jeunes, qui vont pouvoir grandir. Gavin Brindley, qui va devenir probablement meilleur, qui est un très bon choix, là, qui ont choisi très tard en première ronde. Jordan Dumais aussi, qui a explosé la QMJHL ou la Ligue majeure junior du Québec.
fait que c'est ça. Puis à la défense en tant que telle, ben, ils ont déjà Werenski, ils ont déjà Ivan Provorov, Jake Beans, on s'en fout. Damon Severson, qui est quand même très bien, qui paye cher, si je me trompe pas. Ouais, 6 250 000 pour les 6 prochaines années ou quelque chose comme ça. Sinon, ben, ils ont Yerichek qui va s'en venir éventuellement, puis ils ont aussi Matejchuk qui va s'en venir éventuellement. Fait que, ils sont comme loadés un peu partout, mais ça dépend, tout dépend de Ken Johnson, qu'est-ce qu'il va devenir. Yerichek, qu'est-ce qu'il va devenir. T'sais, évidemment, comme toutes les équipes en reconstruction, sauf que eux autres, on dirait que tous leurs joueurs qu'ils ont choisis, ils ont comme un problème de progression jusqu'à date, à part Adam Fantilli. Fait que c'est... On va voir où est-ce que ça s'en va, mais ça, dans le fond, ça fait quoi? Ça fait qu'on sait pas qui choisir pour eux autres. Mais ça pourrait être un défenseur ultra offensif. Ça pourrait être un défenseur... il pourrait vouloir se grossir à l'avant avec un Caden Lindstrom qui ferait une tonne de sens. Peut-être qu'ils veulent du talent pur et brut. Brut et pur et brut, je sais pas trop ça. Berkeley Catton, ça ferait une tonne de sens. Moi, dans l'autre mock draft, j'avais choisi Anton Silaev. Pour eux autres, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de sens parce que c'est le type de défenseur que tu pourrais mettre avec Yerichek. Yerichek, c'est un joueur qui est quand même très explosif offensivement. Qui n'a pas nécessairement le meilleur coup de patin, qui est quand même relativement fluide, mais qui n'a pas le meilleur coup de patin, tandis que Anton Silaev, c'est un joueur de 6 pieds 7 qui a un des meilleurs coups de patin dans tout le draft, qui va exceller défensivement, mais qui risque d'avoir peut-être un petit peu plus de misère offensivement. J'ai de la misère à le voir donner un joueur de 50 points à la défense. Je pense que c'est plus un style de Slavin, là, où ce qui va finir avec comme 35 points par année ou quelque chose comme ça. Mais tu mets Silaev avec un joueur comme Yerichek qui, lui, peut faire probablement peut-être 50 points, une affaire comme ça, comme un défenseur éventuellement quand il va atteindre son pic, dans le fond. Ça fait une paire qui va être dévastatrice dans la Ligue nationale, mais encore une fois, de ce que j'ai pu comprendre, le monde ne veut pas ça. Dans les commentaires, puis même dans le mock draft, dans le fond, que je fais dans la communauté, on voit il y a 35% des votes qui sont Anton Silaev, 45% des votes qui sont Caden Lindstrom. Dans ce cas-là, dans le cas où que tout le monde, dans le mock draft que j'ai fait en vidéo, ils disent qu'ils veulent pas avoir Anton Silaev. Plus ici, dans le community draft, que le monde dit qu'ils veulent avoir Caden Lindstrom, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner Caden Lindstrom. Puis ça va être parfait comme ça. Fait que là, on va cliquer ici sur Caden Lindstrom. Fait que comme ça, ils réussissent à rajouter plus de talent dans le top 6 puis avoir encore un autre gros joueur. Fait que ça fait une couple de gros joueurs. Là. Quand tu prends Fantilli, quand tu prends Patrick Laine, il est gros, mais il frappe pas, mettons. Là. Sinon, tu prends Kirill Marchenko, qui je pense qu'il est 6 pieds 4, lui, une affaire comme ça. Fait que tu sais, ça fait une couple de gros joueurs dans le top 6 qui va les aider énormément éventuellement quand ils vont aller dans les playoffs. Puis là, ben, ils viennent en rajouter un autre avec Caden Lindstrom. Puis comparativement à un joueur comme Laine, qui justement, lui, est un joueur qui est gros, mais qui va pas nécessairement dans le trafic ou qui va pas nécessairement au filet. Caden Lindstrom, son pain et son beurre, c'est aller au filet. T'sais, autant que oui, ok, il est très bon en transition avec son patinage, il y a des mains qui sont quand même correctes, il n'y a pas les meilleures mains qui existent, là, mais il y a des bonnes mains. Je pense pas que c'est le gars qui a le meilleur... le plus intelligent en termes de la façon qu'il voit le jeu ou de la façon qu'il exécute le jeu, mais c'est un gars que, tu sais, si admettons son tir qui est quand même foudroyant d'une certaine distance, si ça fonctionne pas, il va toujours être capable de juste aller au filet puis d'attendre de recevoir la rondelle puis de la mettre dans le net, soit en fonçant dans le filet ou soit en utilisant son tir, parce qu'il y a un très bon tir de loin, il y a un très bon tir de proche aussi, il est capable de mettre la rondelle par-dessus l'épaule d'un gardien, même en étant comme à 2-3 pieds du gardien. Donc, je pense qu'il fait une tonne de sens pour eux autres. Puis ça fait en sorte que pour les Canadiens de Montréal, ben, c'est le pire des scénarios qui peut arriver, dans le fond, où t'as Celebrini qui part, t'as Demidov qui part, Leshunov qui part, puis après t'as Lindstrom qui part. Fait que tout... T'sais, évidemment, je pense que les Canadiens, dans un monde idéal, voudraient avoir un de Demidov ou un de Lindstrom, à mon avis. Parce qu'après ça, il y a quand même... C'est comme... La façon que ça fonctionne, pour moi, il y a Celebrini qui est dans son tiers à lui. Il y a, après ça, Demidov qui est dans son tiers à lui, à mon avis. Puis après ça, tu as Levchunov, Lindstrom, puis Dickinson qui pourraient être dans leur propre tiers à eux autres, à ce moment. Puis après ça, c'est un autre tiers qui va descendre jusqu'au numéro 11, 12, 13, quelque chose comme ça. Tu sais, je vais tout formuler ça d'une façon propre quand je vais faire mon ranking, évidemment. Là. Pour l'instant, ça ressemble un peu à ça. Fait que pour les Canadiens, évidemment, ils vont pas aller choisir un joueur comme Dickinson, ils vont pas aller chercher un joueur comme Anton Silaev, quelque chose comme ça. Puis avant de faire le choix, ce que je vais faire, je vais aller quand même barrer ceux-là.
Même si je le fais déjà sur le site ici, je veux juste être sûr que j'oublie pas, parce que l'autre fois, c'était un peu con que j'ai oublié Ivan Demidov. Fait que, tu sais, on peut tout de suite oublier Dickinson, on peut tout de suite oublier Silaev. Même chose pour Bouillum. Tu sais, Bouillum, c'est... Tu sais, la façon qu'il bouge, là, il bouge quasiment comme Lane Hudson, mais il est à 6 pieds au lieu de 5 pieds 10. Là, fait que c'est... je serais vraiment surpris qu'ils veulent prendre un autre joueur du même type, qui est pas un gros joueur, qui est pas dominant physiquement. Je serais quand même surpris qu'ils viennent choisir ça au numéro 5. Fait que là, ça donne quoi comme choix? Ça donne des joueurs comme... si on va dans ma liste ici, ça donne des joueurs comme Berkeley Catton, Cole Iserman. Il pourrait aller choisir un joueur comme Consta Elenius, il pourrait aller choisir un joueur comme Tej Iginla. C'est ce qu'on entend souvent, ou sinon des joueurs comme Beckett Seneca, qui est la nouvelle révélation à cause de ses playoffs, puis sa fin d'année qui a été excellente dans le fond. Là. C'est sûr que si on a le choix entre Berkeley Catton, Tej Iginla, Cole Iserman, Beckett Seneca, mon choix à moi, c'est Berkeley Catton. Puis tu sais, j'ai lu à certains endroits où ce que les Canadiens veulent se grossir dans le top 6, mais l'affaire avec ça, c'est que même si tu prends Tej Iginla, mettons, qui est un joueur qui est souvent relié aux Canadiens de Montréal, tu te grossis pas avec Tej Iginla. Tu te grossis de un demi-pouce ou un pouce de plus que par rapport à Berkeley Catton, mais Berkeley Catton, selon moi, c'est un joueur qui est de loin supérieur à Tej Iginla. Fait que je vois mal comment le Canadien il ferait ça. En même temps, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, on ne sait pas. Mais tu sais, c'est sûr que s'ils choisissent un joueur, je pense pas que ça va être un défenseur, à moins qu'il y ait un joueur comme Lev Shunov qui tombe à eux autres. Est-ce qu'ils vont vouloir aller chercher un joueur comme Zane Parekh? Je serais quand même surpris pour vrai qu'ils aillent chercher un joueur qui est pratiquement purement offensif à la défense, quand tu as encore des bons joueurs offensifs là, à l'avant. Fait que dans mon cas, ça fait une tonne de sens de prendre un joueur comme Berkeley Catton. J'ai entendu dire Seneca comme quoi il pourrait tomber jusqu'au numéro 5 pour le Canadien, puis je suis pas nécessairement contre. Ça me fait un peu peur dans le sens que Seneca, c'est un joueur que je voyais l'année passée, puis que pas mal tout le monde savait qu'il allait avoir une bonne saison cette année. La saison, elle n'a pas été aussi bien qu'on pensait qu'elle allait aller, mais la deuxième moitié a été beaucoup mieux que la première moitié. Puis dans les playoffs, il a juste été explosif. Puis tu sais, c'est un joueur qui compétitionne bien, c'est un joueur qui patine très bien, c'est un joueur qui fait 6 pieds 2, 6 pieds 3, c'est peut-être même 6 pieds 4, parce que honnêtement, c'est Richie, Callum Richie, qui est un de ses coéquipiers, dans le fond, il fait 6 pieds 2, mais Seneca, quand il est à côté, il dépasse toujours d'1 ou 2 pouces. Peu importe, je pense pas que Callum Richie, il y a des patins low profile. Je serais quand même surpris, puis je pense pas non plus qu'il y a une mauvaise posture pour autant. Mais quand on met les deux un à côté de l'autre sur patins, quand ils font un but puis qu'ils s'en vont se faire une petite caresse en arrière du net, là, ben, je vous le dis, là, Seneca, il a toujours l'air plus grand que Richie. Fait que si Richie fait 6 pieds 2, c'est sûr que Seneca fait 6 pieds 3, peut-être même 6 pieds 4. Fait que, je sais pas. Mais mettons qu'on met ça à 6 pieds 3. Puis le gars, il patine bien, il a des excellentes mains, puis il a aussi un long bâton, pas nécessairement un long bâton, mais un long reach. Tu sais, quand il perd la rondelle, il est capable de la ramener avec une main, là, mais tu sais, il fait quasiment la moitié de la patinoire avec une main puis son bâton, là, ça fait que... Moi, personnellement, je l'adore, mais tu sais, il y a quand même un risque, parce que si on compare son évolution, ou si on compare sa production à un joueur comme Catton, admettons, mais tu sais, Catton, on l'a vu au Linka Gretzky, où ce qui était le meilleur joueur de tout le tournoi. Puis après ça, on l'a vu cette année, où ce qui a fini avec plus que 50 buts, puis comme 116 points, si je me trompe pas. Ben, tu sais, toute la saison, ça a été clair que Berkeley Catton était un des meilleurs joueurs du repêchage. OK, il fait 5 pieds 10, 5 pieds 11, je peux comprendre. Puis OK, Seneca peut faire 6 pieds 3. Mais tu sais, Seneca, il a pas prouvé, là, loin du fait que Catton, qu'est-ce que lui a été capable de prouver durant l'année. Donc, dans ce cas-là, je vais leur donner Berkeley Catton. De ce que j'ai pu entendre, c'est pas quelque chose qui devrait arriver, mais en même temps, comme je dis, c'est que on sait pas qu'est-ce qui est vrai, on sait pas qu'est-ce qui est pas vrai. T'sais, avec les Canadiens de Montréal, souvent tout est caché, ou ça se peut très bien aussi qu'ils placent des pions en disant « Oh non, on veut vraiment du poids pour que justement il y a des joueurs un peu plus petits qui tombent, je sais pas. » Mais Berkeley Catton, c'est dur de passer à côté. Là. Le gars, il patine super bien, il a des super bonnes mains, il a un très bon tir, c'est un excellent passeur, il a une vision hors pair. Il fait des passes sur le revers de son bâton, là, à travers la glace, à travers les jambes puis les bâtons de tout le monde.
il est vraiment, vraiment excellent dans toutes les facettes. C'est un joueur qui travaille fort aussi. Tu sais, un peu comme Seth Jarvis, quand la Caroline ont pris, je pense, 12e ou 13e, quelque chose comme ça. Et selon moi, c'est pas mal le même type de joueur, là, Berkeley Catton puis Jarvis. C'est deux joueurs qui aiment jouer dans le milieu de la glace, deux joueurs qui jouent dans le trafic. C'est deux joueurs aussi qui jouent proche du filet. Je pense pas que Berkeley Catton joue aussi proche du filet que Jarvis faisait dans son année de repêchage ou même qu'est-ce qu'il fait au niveau de la Ligue nationale. Mais c'est deux joueurs qui ont un style quand même relativement similaire, mais je pense même que Berkeley Catton a un peu plus de talent naturel et moins invitant au contact, mais plus de talent naturel. C'est aussi un centre naturel, puis il y a aussi des bonnes statistiques au niveau des mises en jeu. Je pense qu'il y a comme 54 ou 55%, si je ne me trompe pas, au niveau de la WHL, donc ça peut se transposer au niveau de la Ligue nationale aussi. Donc, ça se peut très bien qu'ils finissent comme un centre naturel. Il n'y en a pas une tonne de centres de 5 pieds 10, 5 pieds 11. Mais si tu es excellent, ben, tu peux le devenir pareil. Donc, c'est à suivre. Est-ce que les Canadiens vont vraiment choisir un joueur comme Berkeley Catton, qui est un peu plus petit? Jusqu'à date, ça n'a pas l'air d'être leur style, mais en même temps, l'avantage que ça donne d'avoir choisi des joueurs plus gros, c'est d'avoir choisi Slavkovski numéro 1, d'avoir fait des échanges pour Kirby Dack, ça donne l'opportunité que quand il va avoir un joueur qui est plus petit, mais qui est plus talentueux que le reste, qui sont plus gros, puis qui a moins de risques dans la projection, ben peut-être qu'à ce moment-là, ça t'a donné cette opportunité-là de pouvoir choisir ce joueur-là comme dans un ou deux repêchages plus loin, comme qu'est-ce qui arrive en ce moment. Donc, est-ce que c'est vraiment leur choix sur lequel ils vont tomber? J'en ai aucune idée. Ça se peut très bien que les Canadiens ils essaient juste de placer des cartes pour que justement des joueurs comme Berkeley Catton y tombent, parce qu'ils ont tellement prouvé au courant de toute l'année que c'est des joueurs excellents. Que la projection est vraiment bonne. Il n'y a pas une tonne de joueurs de 116 points, 54 buts qui réussissent pas à faire la Ligue nationale puis à produire d'une quelconque façon. T'sais, c'est déjà arrivé, mais il n'y en a pas une tonne. Fait que je serais quand même surpris. Puis en même temps, quand tu regardes Berkeley Catton, tu vois que le gars, il est ultra talentueux. Donc, je serais quand même surpris qu'il réussisse pas. Puis je pense qu'il y a plus de... Quand je peux dire, il y a moins de risques dans sa projection qu'un joueur comme, mettons, Cole Eiserman. Je pense que peut-être TJ Gilla a moins de risques dans sa projection que Berkeley Catton, mais je pense que le plafond en tant que tel est quand même beaucoup plus bas. Pas nécessairement beaucoup plus bas, mais quand même plus bas. Dans le sens que il est vraiment pas aussi bon un playmaker que Berkeley Catton, là, mais même pas proche. Puis en termes de tir, je pense que c'est quand même relativement proche. Probablement TJ Gilla a un peu un meilleur tir. Mais les deux, ils vont jouer dans le milieu de la glace. Les deux, ils vont forechecker. Les deux, ils backcheck. Fait que les deux, c'est des joueurs complets, mais Berkeley Catton a juste plus de talent naturel, à mon avis. Donc, c'est ça. Numéro 5, Berkeley Catton, puis on passe au prochain. Et le prochain, c'est c'est pas Arizona, évidemment, comme qu'on peut voir aussi, mais c'est Utah. Puis c'est une autre équipe qui a besoin d'un peu n'importe quoi, si on veut. Là. Si on va ici, puis on va aller chercher. Puis ici, ça va être Arizona, si je me trompe pas. Je pense pas qu'il y a encore rentré Utah. Donc, si on ouvre le depth chart d'Arizona, l'année passée, ils ont été chercher Simachev puis Daniel Booth, fait que deux gros joueurs russes, ils ont un peu comme renfloué. Il y a aussi, au niveau de la Ligue nationale, ils ont déjà Logan Cooley qui va être un excellent joueur, on s'entend, il est fantastique, il a toujours été, puis il va l'être. Sinon, en dehors de ça, ils ont Nick Schmaltz qui fait très bien aussi au niveau de la Ligue nationale. Ils ont c'est quoi ils ont deux autres très bons joueurs dans leur top 6. C'est quoi? Mathias Machelli, qui est très bon, mais quand même relativement petit. Ils ont déjà Lawson Cruz pour avoir des joueurs un peu plus gros. Daniel Booth, qui ont choisi l'année passée. Clayton Keller, qui est ultra dynamique. Puis Dylan Gunter, qui est probablement comme le sniper dans le fond du top 6, si on veut. Puis ils ont aussi Josh Doan qui a fait extrêmement bien. Il y a 9 points en 11 matchs. Je serais surpris que la production reste comme ça, mais c'est un joueur qui a un peu plus de pesanteur, un peu plus de grit dans sa game, dans le fond. Là. Fait que ça pourrait être un joueur top 6 aussi. Je l'ai jamais vraiment vu comme un joueur top 6, mais c'est pas impossible qu'il le devienne. Puis sa production au niveau de la Ligue nationale de 9 points en 11 matchs démontre que il y a quand même si c'est un échantillon qui est relativement petit, là, il y a quand même une chance. Mais au niveau de la défense, pour Arizona ou pour Utah, dans le fond, là, c'est très, très, très moyen. En dehors de Sean Durzi, qui est quand même productif, puis Janice Moser, qui a quand même très bien fait cette année, ils n'ont pas grand-chose d'autre. Ils ont Simachev qui s'en vient, puis je peux dire un grand croyant en Simachev. Si on veut, j'adore Simachev, même que j'aimais mieux Simachev l'année passée que Ryan Backer. Sauf que
il a pas eu une excellente saison, puis même si je reste un croyant en Simachev, n'empêche que, tu sais, un coup que tu fais le jump dans la KHL, il faut qu'à un moment donné, il se passe quelque chose offensivement, puis il se passe pas grand-chose pour l'instant, mais ça reste que c'est un joueur au potentiel défensif énorme. La façon, tu sais, first, c'est un joueur 6 pieds 4, 6 pieds 5, c'est aussi un joueur qui patine, probablement un des meilleurs patineurs dans toute la draft de l'année passée. Fait qu'il patine extrêmement bien, c'est un joueur qui a une bonne compréhension de comment aussi faire hésiter les joueurs sur le forecheck ou faire hésiter les joueurs quand ils patinent sur la ligne bleue pour essayer de créer des jeux offensifs. Fait que, il y a un énorme potentiel défensif puis un potentiel quand même correct offensif. Je pense, comme je disais avec Silaev, je pense pas que ça va être un joueur de 40 points, 50 points, quelque chose comme ça. Mais 30-35 points, c'est quelque chose que je vois très bien, mais avec une valeur tellement bonne défensive que ça fait un défenseur de première paire anyways. Mais tout ça pour dire qu'ils n'ont pas une tonne de choses à la défense, dans le fond. Fait que je pense que pour eux autres, rendus là, si tu as le choix entre des joueurs comme justement Silaev ou dans le fond, il nous reste qui, là? On a déjà choisi Levchunov, puis on a déjà choisi, dans le fond, pas d'autres défenseurs. Pour vrai, tu sais, je regarde ça, je trouvais que mon autre mock draft faisait plus de sens. Parce que quand il y a des défenseurs de ce style-là, des défenseurs comme Silaev, des défenseurs comme Dickinson, des défenseurs comme Levchunov, c'est des types de joueurs qui partent généralement dans le top 5. Parce qu'il y a des défenseurs de type première paire qui sont capables d'amener de l'offense aussi. Généralement, ils partent rapidement. Tu sais, Reinbacker, je ne sais pas s'il y avait une place qu'il avait dans leur top 5 l'année passée. Puis les Canadiens sont allés le chercher parce que c'est le type de joueur qui part rapidement. Des joueurs qui sont gros puis qui sont mobiles, qui ont une certaine offense, mais que la défense se projette extrêmement bien au niveau de la Ligue nationale. Il reste pas là, jusqu'au 15e rang. Donc, je regarde ça. Celebrini, c'est sûr. OK, Levchunov, c'est sûr qu'il part dans le top 5 aussi. Mais après ça, Demidov, Lindstrom, Catton. Je serais quand même surpris que ça se déroule de cette façon-là. Je serais pas surpris là, que les Ducks puis Columbus y aille avec des défenseurs parce que justement, il reste des joueurs comme Dickinson et des joueurs comme Silaev. Mais ça change rien au fait que ce qu'on va faire, c'est que pour pas les Coyotes, mais pour l'Utah, on va leur donner Dickinson ou Silaev parce que c'est ce qui fait une tonne de sens. Parce que de toute façon, le top 6, ils ont plus de prospects à l'offense qu'ils ont de prospects à la défense. Puis au niveau de la Ligue nationale aussi, dans le fond, leur offense est meilleure que leur défense. Donc, si tu peux construire ton équipe avec une meilleure défense, puis t'as justement, au numéro 6, t'as le choix entre un gars comme Silaev ou un gars comme Dickinson, je pense que tu le fais. Mais là, après ça, c'est lequel qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent le joueur qui a plus de potentiel offensif, mais qui est bon défensivement, qui patine comme le vent, qui fait comme 6 pieds 3, puis qui peut être développé par une équipe comme London? Ou tu veux la unicorn, comment on dit une unicorn en français, là? Le cheval avec le petit pic sur le nez, là, ou dans le front. Est-ce qu'ils veulent ce type de joueur-là qui est plus défensif, mais qui fait 6 pieds 7, qui est capable de couvrir la moitié de la glace en 2 coups de patin, qui est capable d'être super bon défensivement, mais qui a un peu de point d'interrogation offensivement? Je ne sais pas lequel qui choisirait, mais je pense qu'à partir de là, ça va être Silaev parce que le potentiel d'un joueur comme Silaev est trop énorme. Puis là, quand tu as déjà un gars comme Simachev dans ton prospect pool, dans le fond, ben là, tu te ramasses avec 2 joueurs là, extrêmement efficaces en défense. Puis après ça, ben, il faut juste que tu trouves des défenseurs qui sont un petit peu plus offensifs. Ça se pourrait qu'il y ait avec un joueur comme Ziv Boyum aussi. T'sais, étant donné qu'ils ont déjà un joueur comme Silaev, d'ailleurs, je vais me reprendre parce qu'étant donné qu'ils ont déjà un joueur comme Simachev, je pense qu'aller choisir Silaev, c'est un peu comme avoir un duo de défenseurs relativement similaire. Fait que même s'ils jouent pas même si les deux jouent du même côté puis ils pourront pas être mis sur une paire ensemble, je pense que probablement c'est peut-être mieux pour eux autres d'aller chercher un défenseur, mais avec une tonne d'offense, puis probablement qu'ils pourraient en prendre un comme Parek, qui lui pourrait justement là créer une tonne d'offense pendant que tu as un gars comme Simachev dans le futur qui lui reste un peu plus en arrière puis est capable de couvrir justement la partie défensive de la paire de défense. Fait que moi, je pense que j'ai dit Silaev, mais finalement, il va avec Parek parce que Parek, first, il joue du côté opposé de Simachev, puis c'est quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur prospect pool en tant que tel. Puis on s'en il n'y a pas grand monde qui a quelque chose comme Saint Parek dans leur prospect pool. C'est un des joueurs offensifs les plus dynamiques qu'il y a eu depuis extrêmement longtemps. Il bat des records. Fait que, veut pas. Mais ouais, ça fit super bien. Puis on voit là, si je prends ma liste de l'autre fois,
Anton Silayev, il était parti aux Blue Jackets. Nous, on avait Ivan Demidov. Puis eux autres, ils avaient pris Sam Dickinson, qui est un joueur avec un peu plus d'offense que Silayev en tant que tel. Puis après ça, tout de suite après, au numéro 7, c'était Zane Parek qui était parti à Ottawa. Mais là, on va faire ça différent. Puis on va mettre Zane Parek pour eux autres. Puis honnêtement, c'est un choix super. Ça te crée une paire qui va être extrêmement dangereuse sur la glace éventuellement dans le futur. Évidemment, si tout va bien. Tu sais, c'est jamais linéaire comme ça, mais le but, dans le fond, quand tu veux construire ton équipe, c'est un peu de créer des paires ou créer des duos offensifs. Ben, tu viens de créer une paire. Puis ça pourrait très bien être une paire numéro 1, très solide pour le futur, dans le fond, de Utah, avec Parek à droite, qui est capable de créer une tonne d'offense, puis Simachev à gauche, qui est capable de couvrir la partie défensive, puis qui est pas mauvais offensivement, mais qui est très bon en transition aussi. Donc, ouais, écoute, c'est numéro 1. Fait qu'on passe au prochain, et les prochains, c'est Ottawa, puis Ottawa, ben là, je sais pas. J'en ai aucune idée. Le problème avec Ottawa, c'est que la majorité de leurs joueurs, leur défense est à gauche, si je me trompe pas. Là. On va aller ici, on va aller les chercher. Ottawa Senators. Depth chart. C'est ça. Puis l'affaire, c'est qu'à l'offense, mais en tout cas, en avant, ils ont déjà des joueurs comme Ridley Gregg qui s'en vient. Ils ont déjà Shane Pinto qui fait super bien. Josh Norris, si son épaule peut se rétablir éventuellement, on sait pas, mais tu sais, ça se peut. Ils ont déjà... c'est quoi le nom du plongeur? Tim Stutzla. Ils ont Brady Tkachuk. Ils ont déjà plein de bons joueurs offensifs. Puis à la défense, c'est pas que c'est mauvais, ça va quand même très bien parce qu'ils ont Thomas Chabot, ils ont Jacob Chikrin, ils ont Artyom Zub qui va super bien aussi, puis Jake Sanderson. Le reste, c'est quand même des points d'interrogation, si on veut. Là. Puis, mais en termes de prospects, là, ils ont rien pour la défense. Là. Vraiment, là, c'est ça. Ils n'ont rien. Fait qu'est-ce qu'ils voudraient essayer d'avoir un joueur à droite? Le problème, c'est que là, il n'y en a plus à part Carter Yakimchuk. Puis, comme je disais tantôt, il y a une grosse différence entre le monde, qu'est-ce qu'ils pensent entre. Il y a du monde qui l'ont dans le top 5, il y a du monde qui l'ont pratiquement en dehors de la première ronde. Fait que ça va savoir, mais en même temps, on dirait que ça fit dans la mentalité d'Ottawa de prendre un gros joueur qui est quand même un joueur physique. T'sais, ils ont quand même reaché pour Boucher dans le temps. Là. V'là comme 3 drafts. C'est ça, ils ont comme reaché pour Boucher, il y a comme 3 drafts de ça ou quelque chose comme ça. Fait que, ouais, je pense qu'un joueur comme Yakimchuk fait une tonne de sens. Sinon, il faudrait qu'il y ait un joueur plus offensif parce que là, tu vas pas rajouter un autre joueur à gauche par-dessus Jacob Chikrin, Thomas Chabot, Jake Sanderson. T'sais, même si Chikrin il pourrait être parti d'ici 1 an ou 2, il te reste quand même Thomas Chabot pour une bonne couple d'années. Je pense qu'il reste, je sais pas combien d'années. C'est-tu les années, ça, ici? Years, ouais, c'est ça. Fait qu'il reste comme 8 ans, ou probablement 7 ans, dans le fond, là, à Thomas Chabot. Puis après ça, il reste une tonne de temps à Jake Sanderson. Fait que, alors, je pense que ça, c'est les années dans la Ligue nationale. Parce que si on prend son contrat, je pense pas qu'il y a un contrat qui s'en va encore pendant 8 ans, là. Puis la page, elle ouvre pas. Fait que, on passera à autre chose. Mais tout ça pour dire que finalement, je pense pas qu'ils ont besoin de rajouter quoi que ce soit à gauche. Pour eux autres, ça serait mieux d'y aller à droite ou d'y aller à l'offense. Mais quand il y a un joueur comme Carter Yakimchuk, qui est justement un joueur qui a un potentiel énorme défensivement et aussi un potentiel énorme offensivement, je pense que ça fait une tonne de sens d'y aller avec un joueur justement comme Carter Yakimchuk. Puis c'est ce qu'on va faire exactement. Parce que, tu sais, choisir Dickinson ou choisir Silayev, ça se pourrait, là, parce que ça se peut qu'ils pensent pas du tout à la façon qu'ils construisent leur équipe, mais en même temps, le problème, c'est que Ottawa, ça fait longtemps qu'ils veulent sortir de leur reconstruction. Puis à un moment donné, t'as comme plus le choix, il faut que tu commences à repêcher quelque chose que tu as besoin dans ton équipe si tu veux finir par sortir de ta reconstruction. T'sais, si tu fais juste prendre des avants puis t'es loadé en avant, ben ça aide pas à sortir de la reconstruction. Fait que je pense qu'une équipe comme eux autres, qui a un nouveau propriétaire, qui a un nouveau directeur général, je pense qu'ils vont vouloir essayer de sortir la reconstruction, comme je disais. Fait que pour eux autres, on va leur donner Yakimchuk, puis oui, Yakimchuk qui est ici. Plouc. Fait qu'un gros défenseur droitier pour pouvoir avoir une paire avec Sanderson ou avoir une paire avec Thomas Chabot, quelque chose comme ça. Évidemment, il y a beaucoup de travail sur sa défense, sauf que le potentiel est quand même énorme parce que c'est un gros joueur, c'est un joueur qui est physique, c'est un joueur qui est quand même relativement mobile pour sa grosseur. Il est pas mobile à la Jake Sanderson, mais c'est un joueur qui a quand même une bonne mobilité dans les 4 directions, puis c'est un joueur qui est super bon offensivement. Là. Vraiment, il y a un potentiel énorme offensivement.
Donc, numéro 7, Carter Yakemchuk. On passe au prochain. Et le prochain, c'est numéro 8. Et c'est Seattle. Et Seattle étant une équipe qui a choisi beaucoup d'avant dans les derniers repêchages, dans le fond, depuis leur existence, dans le fond. Là. Si j'ouvre la page ici de Seattle, on va aller voir. Ils n'ont pas beaucoup de défenseurs. Du moins, ils n'ont pas choisi beaucoup de défenseurs dans les 2 premières rondes. Si je ne me trompe pas, ils ont juste choisi comme Riker Evans, qui était dans les 2 premières rondes, comme 35e ou une affaire, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, ils ont Shane Wright qui ont choisi 4e. Je pense que c'est ça, 4e. Sinon, ils ont Matty Berniers qui ont choisi haut dans le repêchage. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, à la défense en tant que telle, ils ont vraiment pas une tonne de joueurs qui s'en viennent parce qu'ils n'en ont pas choisi beaucoup. Ils ont des joueurs comme Luka Dragicevic qui a été choisi en 2e ou 3e ronde l'année passée. Caden Price, même chose. Fait que tous des joueurs avec quand même une coupe de points d'interrogation, si on veut. Mais sinon, ils ont choisi Riker Evans qui, lui, va être un très très bon joueur, à mon avis, là, parce qu'il fait très bien en ce moment. Fait que je pense qu'il y a une équipe justement là, qui serait due d'avoir un joueur, soit un joueur comme Dickinson ou un joueur comme Silaev. Ça ferait une tonne de sens pour eux autres parce que, on voit ici, c'est des joueurs qui ont quand même une très bonne habileté défensive. Ils ont déjà Vince Dunn pour faire le jeu offensif, si on veut, mais tu prends un joueur comme Sam Dickinson. Non seulement il peut faire la partie défensive, il peut aussi faire la partie de transition, puis il peut aussi faire la partie offensive. Donc, il y a un peu de tout avec Sam Dickinson. Je pense que selon moi, rendu là, c'est le joueur que tu dois sélectionner. À moins que tu veux vraiment te baser sur un joueur ultra défensif avec un peu moins de potentiel offensif. Mais je pense que si tu as le choix entre Silaev ou Sam Dickinson, c'est vraiment... Ça dépend vraiment juste de ce que tu préfères. Là. Est-ce que tu veux vraiment un joueur plus défensif ou un joueur qui a quand même un bon potentiel offensif? Je pense que dans leur cas, si c'était moi, je prendrais Sam Dickinson, c'est sûr. Mais je pense que dans leur cas, prendre un joueur un peu comme Anton Silaev, que tu sais que ça va être une base défensive super bonne, puis que tu peux construire alentour, je pense que ça fait vraiment du sens. Donc, on va leur donner Anton Silaev. On passe au prochain. Les prochains, c'est Calgary au numéro 9. Et eux autres, à partir de là, sont un petit peu dans le pétrin. Parce que tout le monde va vouloir TJ Ginla, à mon avis, rendu là. Est-ce que c'est le meilleur joueur disponible? Je pense pas. T'sais, quand tu as des joueurs comme Zeev Bouillum ou des joueurs comme Sam Dickinson qui sont encore disponibles ou un centre comme Konsta Elenius, peut-être même un marqueur de but comme Cole Eiserman, je serais quand même surpris qu'il parte aussitôt que ça. Pour vrai, là, ça va de moins en moins bien ses affaires. Je pense pas que TJ Ginla est probablement le meilleur choix, sauf que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que TJ Ginla, c'est le fils du gars qui a passé sa carrière à Calgary, qui est une légende dans cet endroit-là. C'est dur, c'est vraiment dur pour eux autres de passer à côté de ça. Puis je pense que dû à ça, c'est ça que j'avais fait dans mon mock draft la semaine passée, si je me trompe pas. Si je vais ici, TJ Ginla, c'est ça que je leur avais donné. Puis je pense que je vais faire exactement la même chose encore, puis que je vais leur donner TJ Ginla encore, parce que je les vois pas passer à côté de l'histoire de TJ Ginla, puis le fait que c'est le fils du père qui a passé sa carrière là-bas. Fait qu'on va aller... Puis où? Où est Ginla dans cette liste-là? TJ Ginla. Ok, mon Dieu, il est loin. C'est qui ça? Ah ouais. Ok, 23e. Je sais pas pourquoi il l'aurait placé 23e. Là. C'est quand même un peu... C'est agressif comme, comme ranking, là, les mettre 23e. Je suis correct avec quelqu'un qui met en dehors du top 10. Je pense, selon moi, c'est un joueur qui est soit top 10 ou proche du top 10, mais là, 23e, ça fait aucun sens. Hein. Mais peu importe, le but, c'est pas de critiquer le ranking de NHL Entry Draft ou peu importe c'est qui. Fait que c'est ça. Fait que pour eux autres, dans le fond, Ginla, je pense qu'ils ont juste pas le choix. Puis en même temps, ça vient rajouter un joueur qui va scorer des buts, qui va travailler fort tout le temps, qui va aller le long des rampes, qui va essayer de gagner ses batailles dans le fond, pour la rondelle. Il va se placer dans le centre de la glace, il va faire des tirs du bumper. Sinon, c'est un gars qui a des très bonnes mains aussi, qui est capable de jouer dans le trafic puis de passer la rondelle. Dans le fond, la contrôler dans des très petits espaces ou dans des espaces restreints, dans le fond. Là. Donc, je pense que c'est un très bon joueur pour eux autres. Même si, à mon avis, il aurait dû prendre un joueur comme Sam Dickinson ou Zeev Bouillum puis renforcer la défensive avec un joueur qui est capable de tout faire à un niveau élite. TJ Ginla est quand même pas un mauvais choix, à mon avis, mais
pense pas que c'est le meilleur choix pour leur futur. Mais je quand même pense que si TJ Greenlaw est là, je pense qu'ils vont le choisir. Pour faire ça simple, je pense que c'est ça. Fait qu'on passe au numéro 10. Et au numéro 10, c'est New Jersey. Et New Jersey, à partir de là, de ce que j'ai pu comprendre, ils ont besoin de joueurs qui sont plus pesants, de joueurs qui ont un peu plus de grit. Évidemment, ils sont loadés pas mal partout, là, à New Jersey. Donc, que ce soit à la défense avec des joueurs comme Simon Nemeth ou des joueurs comme Hughes qui viennent de rentrer en Ligue nationale. À l'avant, ils ont déjà aussi, ils ont Hughes, ils ont Mercer, ils ont Hischier. Ils ont déjà plein de bons joueurs, mais il manque peut-être un petit peu de grit dans leur jeu. Puis de ce que je me suis fait dire dans les commentaires et ainsi de suite, c'est que justement, eux autres, c'est ce qu'ils recherchent. Même au point qu'ils blâment leur saison sur le manque de grit. Donc, est-ce qu'ils vont... je sais pas comment on dit en français, mais est-ce qu'ils vont overcompensate ou est-ce qu'ils vont comme aller reacher pour un joueur qui a un peu plus de grit dans son jeu? Dû à ça, ça se peut très bien. Même que c'est très probable. Et à ce moment-là, ben, je les vois y aller avec un gars comme Brandon Nygaard parce que c'est un joueur qui... First, a du talent. C'est pas un joueur qui est pas talentueux, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. C'est un gars qui a aussi une production qui est en ligne avec un joueur comme... c'est quoi son nom de l'année passée, là? Le joueur qui jouait dans la Allsvenskan, qui joue... Je me souviens plus de son nom, fait qu'on va aller directement ici. On va aller dans Draft. On va checker le draft de l'année passée. C'est ça, Saint-Louis. Dalibor Dvorsky, c'est ça. Fait qu'il y a une meilleure production que Dalibor Dvorsky dans la Allsvenskan, qui est quand même très très bon. Puis dans les playoffs, là, il est presque 1 point par match, là, si je me trompe pas. On y va ici, là, puis on écrit... Oups, pas la bonne affaire. Michael Brandseg. J'ai fait une erreur? Brandseg Nygaard. Bon, on vérifie sa production. Dans les playoffs, ça, il y a eu 10 points en 12 matchs, incluant 4 buts, ce qui est vraiment excellent parce que la Allsvenskan, même si c'est le deuxième tiers, dans le fond, là, c'est juste en bas de la SHL, ça reste quand même une ligue d'adultes. C'est la ligue de relégation. Dans le fond, là, c'est pas une ligue qui est facile à jouer. C'est une ligue qui est bonne défensivement, qui a une bonne structure. Capable de faire 10 points en 12 matchs dans les playoffs, c'est excellent. Puis le 18 points en 41 matchs, je sais que ça paraît pas beaucoup, sauf que ça reste que c'est une bonne production. C'est une production, comme je dis, qui est meilleure que celle de Dalibor Dvorsky. Puis c'est un joueur qui est pesant, c'est un joueur qui joue dur. C'est probablement un des joueurs qui frappe les plus fort dans toute le draft, là. Du moins pour les avants, c'est un joueur qui est très agressif. C'est un joueur de jeu simple. C'est pas un gars qui va décortiquer une défense par lui-même, mais New Jersey, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont déjà les joueurs pour le faire. Mais c'est un gars qui est capable de faire des bons jeux via des give and go. Dans le fond, il va passer sur le long de la bande pour aller se repositionner vers le milieu de la glace, pour recevoir la passe, admettons, d'un joueur qui s'est placé en bas de la ligne de début, puis faire un one-timer sur le net. Puis en même temps, il a un très bon tir. Que ce soit pour faire son one-timer proche du net, que ce soit pour faire un tir de distance, c'est un gars qui a vraiment un bon tir, qui est vraiment solide, qui est pesant. Puis c'est un joueur pesant aussi qui joue dans le trafic. Donc vraiment le type de joueur qui, selon moi, recherche, sachant qu'il blâme leur mauvaise saison sur le manque de grit, sur le manque de gros joueurs ou d'efforts de leur équipe dans le fond. Fait que c'est assez simple. Pour eux autres, c'est Michael Branson Nygaard. Puis il n'y a pas vraiment d'autres choix. Ça pourrait être Chernyshov, admettons, qui est un joueur un peu du même style, mais il n'y a pas autant de... T'sais, Michael Branson Nygaard, si vous avez déjà écouté une partie de comment il joue contre des hommes, là, puis il frappe fort. C'est pas, il fait pas semblant de frapper. T'sais, Chernyshov, c'est un peu différent. Je pense que c'est un joueur qui a plus de talent brut qu'un gars comme Branson Nygaard, mais je pense pas qu'il a la même capacité à jouer pesant, puis à frapper, puis à aller gagner ses batailles le long des rampes comme Branson Nygaard. Branson Nygaard, c'est vraiment là, un gars qui met ses bottes de travail puis son casque, puis ça va faire de la construction. C'est pas mal ça pour ce qui est de Branson Nygaard. Fait que pour eux autres, évidemment, ils laissent du talent sur la table en faisant ça, mais sauf s'ils blâment leur saison dû au manque de grit puis au manque d'effort, ben c'est vraiment le joueur à aller chercher. Puis c'est un joueur qui, selon moi, là, il va jouer une autre année, probablement en Suède, puis après ça, il va arriver dans les nationales. Je pense pas que... Je serais vraiment surpris que ce soit un gars là, de 2-3 saisons en dehors de la Ligue nationale. C'est un joueur qui me semble relativement proche de la Ligue nationale. Donc, Branson Nygaard, je l'ai pas sectionné encore. Et voilà. On passe au prochain. Et les prochains, c'est Buffalo. Puis Buffalo, ben là, ils ont vraiment l'embarras du choix. Le problème avec Buffalo, c'est que là,
leur plus grand besoin, ce serait un joueur qui joue à droite à la défense, étant donné que tous leurs défenseurs sont gauchers. Là. Que ce soit Dallin, que ce soit Power, que ce soit Bowen Byram ou que ce soit Samuelson. Pour une raison ou une autre, ça fait des mois que je dis que Samuelson, c'est un joueur qui joue qui est un droitier, dans le fond. Là. C'est un gaucher. Mais je l'ai vu jouer à droite, fait que j'imagine qu'il joue à droite aussi. Sauf que c'est un gaucher. Fait que je pensais que c'était un droitier, mais ça ne l'est pas. Mais là, ce qui arrive, c'est que dans ce qui reste, Dickinson, Buem, il n'y en a aucun des deux que c'est un droitier. Est-ce que ça serait le type d'équipe qui irait chercher un joueur comme Adam Yurchek, qui est placé peut-être un petit peu plus bas, mais qui a une tonne de potentiel. Surtout une tonne de potentiel défensif. Que j'ai dit ça dans mon vidéo que j'ai fait vendredi dernier. Adam Yurchek, c'est un joueur qui, l'année passée, ou même un petit peu avant l'année passée, c'est un type de joueur que je me disais, c'est un futur top 5 dans le repêchage parce qu'il était tellement bon. Puis là, après ça, il a été moins bon au début de l'année. Après ça, il s'est blessé, puis je l'ai juste complètement oublié, puis comme quasiment sorti de mon top 32, si je me trompe pas. Puis là, après ça, j'ai été réécouter des matchs récemment, puis là, il est revenu dans mon top 32, puis même qu'il est revenu dans la première moitié du repêchage pour moi. Il est juste vraiment bon. C'est un joueur, comme j'ai dit dans mon vidéo, c'est un joueur à la Linebacker version light. Okay? Il est pas aussi gros. Je pense qu'il est un peu plus mobile que Linebacker par contre, mais il est pas aussi gros. Est-ce qu'il est aussi bon avec la rondelle ou aussi bon en prise de décision rapide? Je ne sais pas. C'est quand même relativement proche parce que c'est pas comme si Ryan Baker, c'est un gars qui a des mains incroyables, là, même s'il a fait un toe drag dans la AHL. C'est pas ça sa game. Ça n'a jamais été ça. Puis je pense pas que ça va jamais l'être. Mais Adam Yurchek, c'est un peu le même type de joueur qui garde les jeux simples, qui est capable de faire une bonne transition avec une petite passe rapide, qui voit le jeu très bien, puis aussi qui est capable de faire des prises de décision rapides avec la rondelle. Quand il reçoit la rondelle, c'est rare qu'il se met à regarder pour essayer de trouver où envoyer sa passe ou s'il va patiner avec la rondelle. Il sait déjà exactement ce qu'il va faire avec la rondelle quand il la reçoit sur sa palette. C'est ce type de joueur-là à la Linebacker. Donc, ce qu'il pourrait faire ça, je serais quand même surpris là, qu'une équipe choisisse Adam Yurchek over un joueur comme Dickinson ou un joueur comme Zeev Bouillum. Mais tu sais, ils en ont tellement de besoin, mais en même temps, après ça, est-ce qu'ils voudraient aller chercher un joueur qui est prêt qui peut faire une tonne de buts comme Cole Iserman? Ça se peut, mais Cole Iserman, encore une fois, c'est un joueur qui est, tu sais, à toutes les étapes de sa jeune carrière, là, il a démontré que c'est un gars qui fait des buts puis qui fait juste ça. Ce qui est spécial, c'est que quand tu regardes jouer, ça se voit que le gars, il a le talent pour être capable de aussi faire des passes, puis il est capable de voir le jeu puis de faire les passes en conséquence. Même qu'il y a une partie pendant la saison où il essayait trop de faire de passes puis il faisait plus de buts. Sauf que le résultat est jamais excellent en dehors de faire des buts. T'sais, tout ce qu'il veut faire, c'est faire des buts. Je sais pas, je pense que dans le fond, le numéro 11, c'est même si en termes de talent, il est équivalent au numéro 11 ou même plus, je pense qu'il va descendre plus loin que ça, même si, dans le fond, même si Buffalo, dans le fond, ça serait un bon choix pour eux autres. Je vois mal, dans le fond, le Iserman partir aussitôt que ça parce que, justement, il est tellement unidimensionnel puis il a tellement eu de chance de démontrer qu'il était pas unidimensionnel puis il a jamais réussi à démontrer qu'il était pas unidimensionnel. Fait que je pense qu'à partir de là, il va juste descendre, peut-être même passer la première moitié du draft. Je serais quand même surpris, mais je penserais là, quelque chose comme 14, 15, 16, ça, c'est pas mal plus qu'est-ce qui va se passer pour lui. Mais je sais pas, mais pour ce qui est de Buffalo en tant que tel, on va leur donner un joueur comme Dickinson parce que rendu là, c'est juste ridicule de passer par-dessus Dickinson. Même si tu as déjà beaucoup de joueurs à la défense, à gauche, un moment donné, il faut que tu choisisses. Ils sont déjà loadés à l'avant, sont déjà loadés en défense. Eux autres, c'est juste une question de réussir à faire le prochain step. Puis que Dickinson, il arrivera quand il arrivera, puis il viendra les aider quand ils placeront à droite s'ils veulent, mais ils n'ont pas de bon choix à droite pour l'instant. Ils peuvent pas reacher comme pour un gars comme Yurchek quand il reste encore Bouillon puis Dickinson sur le board. Puis je pense pas qu'ils peuvent prendre un joueur, comme même si Consta Elenius, c'est un bon joueur, je pense que Bouillon puis Dickinson, c'est des meilleurs joueurs, peu importe. Fait que je leur donne Dickinson, puis s'ils sont pas contents, ils sont pas contents. Puis ça sera ça, c'est mon choix. Numéro 12, ça va être Philly. Puis là, Philly, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Je sais pas. T'sais, selon moi, ça serait Zeev Buium all the way. Parce que, rendu au numéro 12, un joueur de la trempe de Zeev Buium. Tu sais, dans le fond, Zeev Buium, c'est comme Lane Hudson, mais en version 6 pieds. Puis même, je te dirais, probablement en termes de vitesse, probablement encore meilleur en termes de vitesse. Même chose en termes de défense, meilleur en termes de défense. Donc, est-ce que tu passes à côté de ça? Je sais pas, mais eux autres, quand j'ai fait un premier mock draft avant la loterie, tout le monde me disait que ils voulaient avoir des playmakers. Puis, dans le fond, Consta Elenius, ça serait un excellent joueur pour eux autres. First, c'est un centre, puis c'est aussi un joueur qui est un bon playmaker, puis c'est aussi un gars qui est capable de faire des buts. Mais là, quand je leur ai donné dans la vidéo Consta Elenius, le monde me dit qu'il passerait pas à côté de Cole Iserman si Cole Iserman était disponible au numéro 12. Puis honnêtement, j'en doute. J'en doute fortement que Cole Iserman soit le type de joueur que Philadelphie voudrait aller chercher. Peut-être un joueur comme Trevor Connolly, ils ont pris Mishkov l'année passée, fait que ça se peut qu'ils aiment ça, les joueurs qui ont un potentiel extrême, mais qui ont peut-être un petit problème ici et là ou des affaires comme ça. Mais je pense qu'il y a trop de bons joueurs sans problème d'attitude ou de caractère ou d'histoire dans leur passé pour justement prendre un joueur comme Connolly. Fait que je vais faire la même chose que j'ai fait dans mon vidéo, puis je vais leur donner Consta Elenius, même s'ils me disent tous qu'ils préfèrent avoir Cole Iserman. Je comprends que Cole Iserman fait plein de buts, mais je pense pas que si t'es rendu au numéro 12 puis t'as Consta Elenius, tu vas passer par-dessus Consta Elenius pour aller chercher un gars qui va juste faire des buts puis absolument rien d'autre. Quand l'autre qui est capable de créer les buts puis il est capable de faire des buts aussi. T'sais, il en fera pas autant que Cole Iserman, mais il est capable d'en créer aussi, tandis que Cole Iserman, il est pas capable d'en créer. T'sais, même par lui-même, là. Je l'aime Cole Iserman, je l'aime plus que la majorité du monde, je pense, là, parce que tout le monde est rendu qu'ils l'ont n'importe où, là, passé le top 15 quasiment. Moi, il est encore dans mon top 10 pour l'instant. Mais, je comprends là, pourquoi le monde, il descend sans arrêt. Puis je comprends qu'il est très unidimensionnel. Puis qu'il travaille, son effort est pas constant non plus. Des fois, il va forechecker. Des fois, il va backchecker. Des fois, il va frapper. Mais c'est une game sur 5. Fait que, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir de Cole Iserman. Puis en même temps, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Tu regardes plusieurs games du joueur, puis tu te ramasses que finalement, t'en as une que t'as aimée, puis t'en as une que t'as trouvé correcte, puis t'en as deux que t'aimes pas pantoute. Tandis que si tu regardes un joueur comme Berkeley Catton, admettons, il n'y a pas une game que tu vas regarder que c'est pas le même joueur. C'est toujours le même joueur, Berkeley Catton. Il joue toujours de la même façon, toujours avec la même intensité, le même patinage, les mêmes mains, le même tir, le même playmaking. Tandis que Iserman, lui, c'est une fois sur 3, t'as le joueur qui fait des buts, mais des fois, il essaie trop de faire des buts aussi. Fait que je pense pas qu'il passerait par-dessus Consta Elenius pour un Cole Iserman. Fait que, Philadelphie, Consta Elenius. On passe au prochain, puis ça va être Minnesota. Puis c'est un autre joueur que le monde en général n'ont pas trippé sur mon choix. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, Michael Hage, là, mais c'est un excellent joueur. Là. Non seulement c'est un joueur qui est gros, puis qui est rapide, qui a des excellentes mains, puis qui est un... quand je pourrais dire, un joueur qui est aussi bon passeur, qui est aussi bon marqueur. Mais de ce que j'ai pu comprendre, il y a personne qui était content avec ma sélection de Michael Hage pour le numéro 13 de Minnesota. Fait que je vais pas leur donner Michael Hage. Mais je vais leur donner, je sais pas qui, mais probablement Cole Iserman, rendu là. Parce que tout le monde me disait qu'il voulait avoir Cole Iserman. Pour faire ça simple, on va leur donner Cole Iserman, puis c'est aussi parce que même si je pense qu'il va probablement descendre un peu plus que ça, à un moment donné, le talent de Cole Iserman, puis sa capacité de faire des buts dans une équipe qui a un peu de misère à faire des buts, je pense qu'à un moment donné, faut que tu le prennes. Fait que Cole Iserman, mais ce qui arrive, c'est que là, il n'y a plus grand-chose qui fait du sens. Parce qu'on est rendu avec Cole Iserman au numéro 13, mais on a Zeev Buium qui est encore sur le board. C'est quoi les chances que Zeev Buium soit encore sur le board? Probablement 0 rendu au numéro 13. Mais c'est ça qui est ça. J'étais un peu influencé, dans le fond, par la vidéo que j'ai déjà faite puis les commentaires du monde. En même temps, c'est leur équipe. Fait que si quelqu'un qui écoute tous les matchs de Minnesota me dit que pour eux autres, ce qu'ils ont besoin, c'est un marqueur de but puis qu'ils n'ont pas besoin de défenseur, même si je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais peu importe. Ben rendu là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Fait que ça va être Iserman pour eux autres. Puis après ça, je pense que rendu au numéro 14, pour eux autres, pour San Jose, c'est juste parfait. Ça va être Zeev Buium, puis il n'y a pas d'autre choix qui peut passer là. Tu sais, dans le fond,
dans l'autre mock draft que j'ai fait, ils ont eu évidemment Macklin Celebrini au numéro 1, puis on finit avec Cole Eiserman au numéro 14. Parce qu'il y avait comme 2 choix de première ronde dans le top 16 qui faisait qu'ils pouvaient prendre un risque sur Cole Eiserman. Puis ça faisait justement un marqueur inné, mais ils ont aussi leur valeur sûre au numéro 1. Là, le marqueur inné il est parti, fait qu'ils ont une valeur sûre à la défense, puis ils ont besoin de défense. Fait que pour eux autres, c'est encore mieux si ça se déroule comme ça. Commencer avec Ziv Bouyem au numéro 14, puis Cole Eiserman qui part à Minnesota, comme le monde de Minnesota me disait. Donc, Ziv Bouyem, comme je disais tantôt, c'est un joueur à la Lane Hudson, mais plus gros. Je pense pas qu'il y a autant de shaky dans son jeu, là, mais quand même, il est ultra, là, quand je pourrais dire, ultra vendeur, dans le sens, je cherche le mot là, en français, là, mais la façon que Lane Hudson il joue, de la façon qu'il pointe à droite, il regarde à droite, il s'en va à gauche, ou il fait un semblant de passe à gauche, puis il s'en va à droite avec la rondelle. T'sais, dans le fond, la rondelle puis son corps s'en vont jamais où ce qu'il regarde. Ben, c'est la même chose avec Ziv Bouyem. C'est exactement ce type de défenseur-là qui est très manipulateur, dans le fond. Là. C'est un joueur qui est à la ligne bleue. T'as jamais aucune idée où ce qu'il s'en va avec la rondelle. Il est extrêmement manipulateur. Il a le patin pour le faire. Il est plus rapide que Lane Hudson en tant que tel. Il est plus gros que Lane Hudson. Puis il a une meilleure défense que Lane Hudson aussi. Puis là, ben évidemment, ce qu'il a réussi à faire en termes de production là, au niveau de la NCAA à son âge, c'est juste incroyable. Là. C'est qui la... Je pense qu'il bat des records. Sinon, il est comme égal ou proche d'égal avec... Brian Leach, c'est ça? On va aller voir, juste pour être sûr, parce que je m'en souviens plus pantoute. On va aller voir ici, Ziv Bouyem. Puis en plus, l'affaire avec Ziv Bouyem, c'est que ça fait des années qu'on le voit venir. T'sais, ça fait des années qu'il joue au-dessus de son âge, si on veut. Puis ça fait des années qu'il est excellent partout ce qu'il joue. OK. Bon, fait que Ziv Bouyem. Juste ici. Puis là, on va aller dans la NCAA. 50 points en 42 matchs, qui est quand même incroyable quand tu y penses pour un joueur de 18 ans. Là, on va faire Draft Eligible. On va mettre ça à 10 parties, comme ça. On va prendre juste les défenseurs, comme ça. Puis là, on va faire All-Time Season. Non, All-Time Season. Ici. Tu fais de la bonne chose, moi? Ouais, ok, c'est bon. Fait que là, si on y va en points par match, on a Ziv Bouyem. Ben, c'est ça. Dans le fond, là, je m'étais trompé ou quelque chose comme ça, mais en termes de points par match, là, il est deuxième, puis le premier, c'est un joueur qui a fait sa saison en 1976-1977. Fait que, c'est ça. Il est excellent. Il y a rien d'autre qu'on peut dire. C'est Quinn Hughes en tant que tel, il avait .78. T'sais, Quinn Hughes est quand même de loin un meilleur patineur, si on veut, là, mais n'empêche que si t'as un gars qui fait 1.19 points par match au niveau de la NCAA, en plus d'être le champion puis d'avoir été super bon dans les finales, je vous dis à un moment donné, je serais vraiment surpris qu'il tombe jusqu'au numéro 14, là, où là, je l'ai, mais tu sais, ça, c'est... Pour les Sharks, c'est comme le meilleur des scénarios qui pourrait arriver, c'est qu'un des top défenseurs tombe jusque-là, mais en même temps, si je me fie à ce que le monde me dise dans les commentaires, ben toutes ces affaires-là, ça fait du sens. Fait que c'est ça. Puis après ça, si on passe au prochain, le numéro 15 à Détroit, eux autres, selon moi, c'est l'équipe parfaite pour un gars comme Michael Branson-Nygaard, mais il est plus là. Puis je leur avais donné Beckett Seneca, puis à mon avis, Beckett Seneca, ça fait encore une tonne de sens pour Détroit. Parce que c'est une équipe qui, justement, pendant plusieurs années, ils ont repêché des joueurs qui sont un peu plus safe, qui ont un peu moins de talent brut, mais qui travaillent très fort, qui sont gros, qui patinent bien, qui ont une bonne combativité, qui vont d'un coin, qui vont le long de la rampe, qui jouent dans le milieu de la glace. Fait que, si c'est ça qui... je veux dire, l'année passée, ils ont pris Danielson, puis l'année d'avant, ils ont pris Marco Casper. 2 joueurs dans le top 10 qui sont, mettons, peut-être pas top 10 en termes de talent brut, mais qui sont top 10 en termes de combativité, puis de la façon qu'ils jouent, puis des joueurs de playoff pour le futur, dans le fond. Mais à un moment donné, il faut que tu aies des joueurs aussi de talent. T'sais, on s'entend que dans cette équipe-là, les joueurs qui drivent l'équipe, là, c'est Larkin puis c'est Raymond. Parce que c'est eux autres les joueurs de talent dans cette équipe-là, mais je pense qu'ils en ont besoin de plus qu'un ou plus que 2. Donc, si on peut rajouter un joueur comme Beckett Seneca, pour eux autres, ça fait
une tonne de sens. C'est un joueur qui est ultra talentueux. Ça pourrait être un joueur comme aussi Connolly, mais avec Yzerman là-bas, je serais vraiment surpris qu'ils prennent Connolly. Sinon, avec Liam Greentree, je pense qu'il lui aussi pourrait être un très bon joueur pour eux autres, sauf que Liam Greentree, avec son problème de patin en tant que tel, il y a tellement une grosse différence en patin entre Beckett Seneca puis Greentree qu'à un moment donné, c'est dur de prendre Greentree, même si je pense que c'est un joueur qui, selon moi, est un joueur de première moitié du repêchage. C'est un joueur que je suis pas sûr qu'il va être pris dans la première moitié du repêchage à cause de son patin. Même si c'est un gars qui a des bonnes mains, qui a un bon tir, qui a une bonne vision, qui fait des jeux dans des espaces restreints, qui est capable de jouer avec le contact, qui a quand même une bonne combativité, mais qui n'est pas nécessairement constant dans la façon qui se bat pour la rondelle ou dans la façon qu'il joue. Je pense qu'un joueur comme Beckett Seneca, lui, il y a plus justement, si on prend sa deuxième moitié plus les playoffs, il y a plus de constance dans son jeu, il y a beaucoup plus de patins, il a encore des meilleures mains que Greentree. Est-ce qu'il est un aussi bon passeur, aussi bon tireur? Je ne sais pas si en termes de passeur pur ou de tireur pur, s'il est aussi bon. Je ne penserais pas. Sauf que si on prend dans le fond le joueur au complet, je pense que Seneca est un meilleur joueur que Greentree en ce moment, donc ça se peut très bien aussi qu'il soit un meilleur joueur dans le futur. Fait que pour ce qui est de Détroit, ben il va finir avec exactement le même joueur que je leur avais donné dans la vidéo, puis ça va être Beckett Seneca. Puis honnêtement, moi je trouve que c'est un choix qui est super bon pour eux autres, mais je sais pas, eux autres ils tripaient pas. Qu'est-ce que je te dis? La vie est faite comme ça. Après ça, on s'en va avec Saint-Louis. Puis encore une fois, Saint-Louis, ils ont une tonne de choix. Je pense que je leur avais donné Jiricek, si je me trompe pas. C'était ça? C'était-tu lui? Détroit, ouais, c'est ça. Je leur avais donné Adam Jiricek, qui selon moi est un bon joueur pour eux autres, mais là, dans le fond, il reste des joueurs que je pense qu'ils restaient pas l'autre fois. Non, c'est pas mal les mêmes joueurs, dans le fond, quand on y pense. Là. Fait que ça pourrait être encore Jiricek. Dans le fond, il tombe encore exactement à la même place, puis je pense que c'est un joueur qui serait très bon pour eux autres. Ou sinon, il pourrait aller avec des joueurs qui ont plus d'offense, comme justement Greentree ou même un Trevor Connolly. Probablement qu'une place. Est-ce que Connolly va vraiment partir dans la première moitié du repêchage, même si c'est un joueur, selon moi, en termes de talent, qui est top 5. Là, il n'est pas juste top 10, il est top 5 en termes de talent. Est-ce qu'il va partir dans la première moitié du repêchage? Je ne sais pas. Dans le fond, il y a eu tous ces problèmes qui ont sorti, si on veut. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne sait pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas autant de choses qui sortent, puis il n'y a jamais rien qui est vrai. On s'entend que des fois, il y a des choses qui sont vraies. Mais là, on prend le U18, puis l'erreur qu'il a faite en fin de match, en étant le seul joueur invité en dehors du USNTDP, qui s'en va frapper un joueur à la tête pendant qu'il est déjà occupé avec un autre joueur, puis dans le fond, blindsided. Il donne une pénalité de 5 minutes à son équipe. Le Canada revient avec 3 buts. Une décision comme ça, jamais je créerais que ça aide ton draft. Jamais je créerais qu'un GM qui fait c'est pas si grave que ça. Si dans un moment important comme là, pour la médaille d'or, dans la dernière période, quand tu mènes par un but, tu t'en vas faire quelque chose comme ça, au niveau de la Ligue nationale, tu as encore moins de temps pour réfléchir. Là. On s'entend qu'il est parti pratiquement du milieu de la glace pour aller le frapper. Là. Il a eu le temps là, de voir ce qui se passait. Il a eu le temps de changer de direction, je sais pas, de pas faire ce qu'il a fait dans le fond, mais même s'il a eu le temps de le faire, de changer, il a décidé de le faire pareil. Fait que ça se peut qu'en termes de decision making, là, de prise de décision, ou du moins en termes de prise de décision rapide, ça se peut que ce soit un problème au niveau de Trevor Connolly, je sais pas. C'est dur à dire. Moi, je trouve qu'il a l'air d'un gars intelligent la majorité du temps, mais c'est un gars qui est intense. Donc, ça se peut qu'il y a des problèmes qui viennent avec son intensité. Je suis pas sûr que je suis prêt à blâmer sur le fait que c'est pas un joueur qui est intelligent ou qui est pas capable de lire le jeu puis de voir que c'est pas le temps de faire ça. Je pense juste que c'est un gars qui est trop intense, ou pas qui est trop intense, mais qui est très intense. Fait qu'à son âge, ça peut créer des problèmes, mais avec le temps, avec la maturité, avec le coaching, ça va se régler. Mais en même temps, c'est parce que c'est tellement un joueur qui est au-dessus des autres en termes de talent là, en ce moment. Quand il reste Greentree, des joueurs comme Muse, Chernyshov, Hemming, sinon ça pourrait être un joueur comme Michael Hage qui ferait une tonne de sens. Dans le fond, c'est un joueur un peu là, comme le joueur qu'ils ont pris l'année passée, là, Dvorsky, sauf qu'il pourrait l'avoir au numéro 16. Je pense que
lequel j'aime mieux. Je pense que Michael H a plus de vitesse. Je pense que j'aime un peu plus Michael H que Dvorsky. Mais c'est dur à dire rendu là. Mais je pense que quand tu as un joueur comme Connolly ou un joueur comme Jiricek, peut-être que tu prends un de ces deux-là, puis c'est quoi, on va leur donner Connolly. Parce que même si je suis pas sûr qu'il va passer dans la première moitié du draft, je pense que c'est un joueur qui a assez de talent. Assez de talent pour que l'équipe veuille travailler avec lui, puis ils vont dire on va l'entourer de. On va juste l'entourer de leadership, on va le coacher, puis on va essayer de faire en sorte qu'il est capable de prendre des meilleures décisions dans les moments qui sont importants. Mais c'est ça. Je pense que Connolly, à un moment donné, en termes de talent, il y a trop de différence entre qu'est-ce que lui est capable d'amener comparativement au reste des joueurs qui sont sur la liste. Fait que on va leur donner. Puis c'est un peu dans le but de faire différent de l'autre fois, parce que vu que dans la vidéo, il avait fini avec Adam Jiricek, qui selon moi est un très bon choix pour eux autres. Je sais que c'est pas un choix sexy, puis même si Trevor Connolly, je sais que c'est pas un choix sexy non plus, mais c'est un choix qui peut avoir des problèmes. C'est aussi un gars qui a un potentiel énorme. Donc c'est pas mal ça. Fait que pour récapituler, on commence avec... ouais, c'est ça. Fait qu'ici, on a McLean Celebrini, évidemment. Chicago qui y vont avec Lev Shunov, qui vont pouvoir justement commencer à construire cette défense-là parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Demidov, les Ducks qui se ramassent avec le joueur le plus dominant ou le plus dynamique du draft en termes d'offense en tant que tel, Ivan Demidov. Puis c'est une équipe qui n'a pas nécessairement besoin d'une tonne de défense parce qu'ils en ont déjà plein. Ils n'ont pas vraiment besoin d'une tonne d'attaquants ou de centres parce qu'ils en ont déjà plein. Ils n'ont pas vraiment besoin, quand je pourrais dire, ils n'ont pas besoin nécessairement de grosseur de plus dans leur top 6. Ils ont déjà Leo Carson, ils ont déjà McTavish, ils ont, à un moment donné, ils n'ont pas nécessairement de besoin en tant que tel. Fait que pour eux autres, sauter sur l'occasion, sur des Demidov, je pense que c'est ça. Caden Lindstrom à Columbus fait une tonne de sens. Pour les Canadiens, Berkeley Catton, je serais vraiment heureux. Si c'est les quatre gros là, ici, ils partent avant le choix du Canadien, un peu comme l'année passée, je pense que Berkeley Catton serait le choix que je serais vraiment heureux avec. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Après ça, Zane Perek pour Utah, Carter Yakemchuk pour Ottawa. Moi, je l'aime beaucoup, Carter Yakemchuk. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime pas tant que ça, mais moi, en tant que tel, c'est un joueur que j'adore. Anton Silayev à Seattle, je pense qu'il serait vraiment content avec cette situation-là, eux autres, de pouvoir avoir un gars que tu peux bâtir une défense en l'entour. Egin là pour les Flames, qui fait une belle histoire. Les New Jersey, eux autres, qui blâment leur saison sur le manque de grit, ben ils se ramassent avec le joueur. Un joueur qui est plein de talent, mais qui est aussi plein de grit, dans le fond, là, pour eux autres, là, avec Michael Brandsegg-Nygaard. Sam Dickinson au numéro 11 pour Buffalo. Fait que les autres, ils font juste se rajouter un défenseur gaucher de plus. Consta Elenius pour Philadelphie. Un très bon centre, un playmaker. Minnesota avec Cole Eiserman, un choix qui me surprendrait, mais selon eux autres, ils nous disaient que c'était ça. Pour San Jose avec le choix de Pittsburgh, Zeev Bouillum, eux autres, je pense qu'ils courraient sur le stage puis ils sauteraient sur le stage. Après ça, numéro 15 pour Détroit, Beckett Seneca, un choix qui est, selon moi, super bon. Beckett Seneca, de plus en plus, j'ai fait une vidéo sur lui récemment, puis je parlais comme quoi c'est un joueur qui c'est un joueur de style top 10 en termes quand tu prends le package au complet. S'il tombe à numéro 15, t'enlèves un peu comme le risque. Là. Tu le prends en numéro 15, t'enlèves le risque du fait que la première saison était quand même moyenne, qu'il était pas capable de produire même quand il jouait avec des bons joueurs. Là, dans le fond, ce risque-là, dans le top 10, c'est un peu plus, ça fait un peu plus peur, mais quand t'es rendu au numéro 15, pis t'es déjà proche des séries comme Détroit, je pense que tu peux prendre le risque sur un gars comme Beckett Seneca. Puis après ça, 16, Trevor Connolly, juste le joueur le plus talentueux qui reste, qui est quand même un très bon gap en termes de talent entre lui et les joueurs qui restent. Sinon, ça aurait pu être un joueur comme Michael H, ça aurait pu être un joueur comme Jiricek, Chernyshov. C'est leur choix, mais en bout de ligne, écoute, j'aime bien ça. Le seul que je trouve qui fait pas une tonne de sens, c'est Zeev Bouillon au numéro 14. T'sais, ça se peut là, qu'un gars comme Zeev Bouillon tombe plus loin parce qu'il est pas si gros que ça, mais je pense qu'il a tellement prouvé pendant le Frozen Four, pendant dans le fond, la finale, pendant la saison, il a tellement prouvé à quel point il est bon, à quel point il est capable de créer de l'offense, mais il est capable de défendre. T'sais, même si c'est pas un grand défenseur, il sera jamais Silayev. Là. Ça n'arrivera pas, sauf que
il est capable de défendre pour la grosseur qu'il a, mais l'offense est tellement bonne. Je sais pas. Je vois très mal Zeev Bouillum sortir du top 10. Là. Mais en même temps, je regarde tout ça puis je me dis que tout ce que j'ai mis, ça fait tout du sens. Fait qu'on sait jamais. C'est juste qu'en ce moment, il y a le tiers après Demidov, si on veut. Là, mettons qu'on regroupe tout ça dans un tiers. Ça part vraiment, là, ça fait un bon bout. Là, ça part du numéro 3 puis ça va jusqu'à 12, 13, 14 quasiment. Là, si tu mets des joueurs... tu mets des joueurs comme Greentree dans ce tiers-là, des joueurs comme Yurichek dans ce tiers-là, ça fait vraiment beaucoup de joueurs là, dans la première moitié du draft qui pourraient qui pourraient passer dans la première moitié du draft. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Prochain podcast, je pense que je vais faire un podcast sur les cibles du Canadien pour le choix numéro 5, puis peut-être qu'on va parler aussi des cibles du Canadien numéro 25, étant donné que il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Des joueurs que j'avais parlé comme cible au numéro 25, comme Beckett Seneca, évidemment, je pense pas qu'ils vont être disponibles au numéro 25 là, finalement. Mais v'là un mois, il y a personne qui en parlait, ou v'là comme un mois et demi, quand j'ai fait, il y a personne qui en parlait de Beckett Seneca, mais là, finalement, le monde a commencé à en parler. Fait que je penserais pas qu'il va être disponible, finalement. Fait que je pense que je vais faire ça peut-être vendredi, peut-être dans le début de semaine prochaine. Je suis pas trop sûr exactement quand est-ce que je vais le faire, mais je pense que ça va être ça. Ça va être une vidéo ou un podcast en français plutôt sur les cibles du Canadien au numéro 5 et au numéro 25. Donc c'est pas mal ça. Là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans le prochain.